Il y a une guerre silencieuse qui se déroule en vous en ce moment même. Pas bruyante, pas dramatique. Personne autour de vous ne peut la voir. Mais c'est la bataille la plus importante que vous aurez jamais à mener. Et elle décide de tout. Votre paix, votre puissance, votre avenir. Les stoïciens savaient quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Ceux qui s'élèvent au-dessus de la souffrance, qui deviennent calmes dans le chaos, qui construisent une vie de force tranquille, ils n'ont pas ajouté plus à leur vie. Ils ont soustrait. Ils ont éliminé silencieusement, sans annonce, sans permission, sans en parler à personne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 choses que vous devez retirer de votre vie, silencieusement, délibérément, définitivement. Si vous voulez jamais devenir la version de vous-même que rien ne peut briser, restez jusqu'à la fin, car le numéro 7 est celui que la plupart des gens ont trop peur ne serait-ce que d'admettre. Bon retour parmi nous sur Sagesse des Stoïciens, l'endroit où la sagesse antique rencontre les luttes modernes. Ici, nous ne parlons pas seulement de philosophie, nous l'utilisons. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, des hommes qui ont régné sur des empires, survécu à l'exil et affronté la mort d'une main ferme. Ils nous ont laissé un plan, non pas pour le confort, mais pour la force. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, car chaque vidéo de cette chaîne est conçue pour vous rendre plus difficile à perturber et plus facile à respecter. Commençons maintenant. La plupart des conseils de développement personnel vous disent quoi ajouter. Levez-vous plus tôt, lisez plus de livres, construisez de nouvelles habitudes, élargissez votre réseau, travaillez plus dur. Mais les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ils ont compris quelque chose de plus profond. La vraie force ne se construit pas par l'addition, elle se révèle par la soustraction. Pensez à un sculpteur devant un bloc de marbre. Michel-Ange n'a pas dit qu'il avait créé David. Il a dit que David était déjà à l'intérieur de la pierre. Il a simplement enlevé tout ce qui n'était pas David. C'est la voie stoïcienne pour devenir celui que vous êtes destiné à être. La version la plus forte de vous-même est déjà en vous, enfouie sous le bruit, la distraction, la peur et les opinions des autres. Votre travail n'est pas de construire une nouvelle personne. C'est d'éliminer tout ce qui est faux. Et voici la part que personne ne vous dit. Cette élimination doit se faire silencieusement. Pourquoi silencieusement? Parce qu'au moment où vous annoncez votre transformation, vous invitez la résistance. Vous invitez le doute. Vous invitez les personnes mêmes qui profitent de votre faiblesse à avoir soudainement des opinions sur votre force. Sénèque a mis en garde à ce sujet lorsqu'il écrivait à son ami Lucilius. Il disait qu'un homme qui vit selon la nature ne sera jamais pauvre et qu'un homme qui vit selon l'opinion ne sera jamais riche. Les opinions des autres sont une prison, si vous les laissez entrer avant que votre transformation ne soit complète. Cette vidéo n'est donc pas une liste que vous cochez et dont vous parlez. C'est un règlement de compte privé. 10 choses. Un retrait silencieux. Aucun applaudissement nécessaire. Prenez un carnet si vous en avez un à portée de main, car je vous garantis qu'au moins 3 d'entre elles vont piquer. Commençons par la première, et c'est celle que presque tout le monde sous-estime. La première chose que vous devez éliminer silencieusement est votre besoin d'approbation. À un moment donné, vous avez appris à sonder les pièces avant de parler. Vous avez appris à mesurer votre valeur aux réactions sur les visages des autres. Un léger froncement de sourcils de votre mère. Une pause, avant que votre patron ne réponde à votre idée. Un ami qui n'aime pas votre publication. Et sans vous en rendre compte, vous avez construit votre identité entière sur une fondation que d'autres contrôlent. Épictète, qui est né esclave et est devenu plus tard l'un des philosophes les plus respectés de Rome, enseignait quelque chose de radical pour son époque. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Nos opinions, nos jugements, nos désirs, nos actions, tout cela nous appartient. Mais les opinions que les autres ont de nous, cela leur appartient entièrement. Poursuivre cela, c'est comme courir après la fumée. Vous vous épuiserez et ne tiendrez jamais rien de réel. Pensez à l'énergie que vous dépensez chaque jour pour essayer d'être aimé. Le choix minutieux des mots dans un texto pour ne froisser personne. Le rire appris à une blague
qui n'était pas drôle. Le silence lorsque vous n'étiez pas d'accord, mais être resté muet pour préserver la paix. Chacun de ces moments est un petit impôt prélevé sur votre âme. Et au fil des années, cet impôt se compose pour créer une personne qui ne sait plus ce qu'elle pense réellement, car elle a passé tant de temps à penser à ce que les autres veulent qu'elle pense. Voici une histoire. Il y avait un sénateur romain nommé Helvidius Priscus, un étudiant de la philosophie stoïcienne, qui refusa de se plier à l'approbation de l'empereur Vespasien. L'empereur l'avertit de garder le silence au Sénat, de ne pas exprimer ses opinions contraires. Priscus répondit qu'il était au pouvoir de l'empereur de lui prendre la vie, mais pas de lui faire dire ce qu'il ne croyait pas. Il valorisait l'approbation de sa propre conscience plus que l'approbation, ou même la clémence, de l'homme le plus puissant du monde. Voilà à quoi ressemble l'élimination du besoin d'approbation. Pas de l'insouciance, pas de la rébellion pour elle-même, juste une boussole intérieure inébranlable, qu'aucune opinion extérieure ne peut déplacer. Vous n'avez pas à faire un discours à ce sujet. Vous n'avez pas à dire à vos amis « J'en ai fini avec la recherche d'approbation maintenant ». Cela irait à l'encontre du but, car l'annoncer, c'est ironiquement toujours chercher l'approbation, juste déguisé en défi. Au lieu de cela, faites-le silencieusement. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de changer votre réponse parce que vous sentez une désapprobation, faites une pause. Demandez-vous, est-ce ce que je crois réellement ou est-ce ce qui les mettra à l'aise? Cette pause, répétée quotidiennement, est la façon dont les chaînes se desserrent. Imaginez votre vie dans 5 ans. Si vous continuez à chercher l'approbation comme vous le faites aujourd'hui, imaginez la version de vous qui l'a complètement éliminée. Laquelle respectez-vous le plus? Laquelle dort-elle mieux la nuit? La réponse est évidente, mais la vivre est le travail. La deuxième chose à éliminer silencieusement est la plainte. Pas le fait de se défouler de manière saine et limitée dans le temps pour traiter une émotion. Cela a sa place. Je veux dire la plainte habituelle et répétitive qui est devenue votre langage par défaut. La météo, les embouteillages, l'économie, votre travail, votre relation, votre corps. Se plaindre est devenu pour beaucoup de gens le principal moyen de créer des liens avec les autres. Le malheur aime la compagnie, et se plaindre est la poignée de main des misérables. Mark Aurèle, l'homme le plus puissant de la Terre durant son règne, gouvernant un empire s'étendant sur 3 continents, faisant face à la guerre, à la peste et à la trahison, écrivit dans son journal intime, quelque chose qu'il n'avait jamais destiné à être lu par quelqu'un d'autre, que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Si vous teignez constamment votre esprit de plainte, vous devenez la plainte. Votre lentille par défaut sur l'existence devient négative, et vous cessez de remarquer que la structure est même là. Elle devient invisible pour vous, comme un poisson qui ne remarque pas l'eau. Voici ce qui est fascinant et légèrement terrifiant. Les neurosciences confirment maintenant ce que Marc Aurèle a intuité il y a 2000 ans. Le cerveau fonctionne selon ce qu'on appelle la neuroplasticité. Les voies neuronales que vous utilisez le plus souvent deviennent plus fortes, plus rapides, plus automatiques. Si votre habitude quotidienne est de scanner votre environnement pour y trouver ce qui ne va pas, votre cerveau devient extraordinairement efficace pour trouver ce qui ne va pas. Vous ne remarquez pas la réalité avec plus de précision en vous plaignant. Vous entraînez un algorithme de recherche qui renvoie de plus en plus de résultats négatifs au fil du temps. Pensez aux personnes dans votre vie qui se plaignent constamment. Sont-elles magnétiques? Ressentez-vous en sortant d'une conversation avec elles une sensation d'énergie, d'expansion, de vie? Ou vous sentez-vous légèrement plus lourd, légèrement plus vidé? Maintenant, demandez-vous honnêtement, lorsque les autres s'éloignent de vos conversations, quel sentiment leur laissez-vous? C'est inconfortable. C'est fait pour l'être. La croissance ressemble toujours à une petite perte avant de ressembler à autre chose. La méthode stoïcienne ici n'est pas la suppression. Sénèque n'a jamais dit de faire comme si tout allait bien. Il a dit quelque chose de bien plus utile. Quand quelque chose arrive que vous n'aimez pas, la question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « qu'est-ce que cela exige de moi ?» Ce simple changement de victime à participant transforme la plainte en stratégie. Essayez cela silencieusement à partir d'aujourd'hui.
Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous plaindre, remplacez-la intérieurement par une seule question. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici? Si rien ne l'est, acceptez-le et redirigez votre énergie. Si quelque chose l'est, agissez plutôt que de le raconter. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous ne vous plaignez plus. Arrêtez simplement de le faire. Observez comment les gens autour de vous réagissent lorsque vous devenez une personne qui discute de solutions plutôt que de griefs. Observez comment votre propre esprit commence à se sentir plus léger, comme si vous portiez un sac à dos plein de pierres que vous ne saviez pas pouvoir déposer. La troisième chose que vous devez éliminer silencieusement est la comparaison, spécifiquement celle qui empoisonne plutôt que motive. Nous vivons dans l'ère la plus saturée de comparaisons de l'histoire humaine. Chaque défilement sur votre téléphone est un défilé de moments forts soigneusement sélectionnés. Les vacances de quelqu'un, la promotion de quelqu'un, la relation de quelqu'un, le corps de quelqu'un. Et votre esprit, qui a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour se comparer peut-être à 150 personnes dans une tribu, se compare maintenant à des millions d'étrangers, chacun présentant son image la plus retouchée. Sénèque écrivit à Lucilius qu'aucun homme ne peut être satisfait de sa propre part s'il regarde par-dessus la clôture de son voisin. Et cette ligne a été écrite avant l'électricité, sans parler d'Instagram. Imaginez ce qu'il dirait maintenant. Voici l'idée stoïcienne la plus profonde. La comparaison ne concerne pas réellement les autres. Elle concerne votre relation avec ce que les philosophes appellent les biens extérieurs, les choses hors de votre contrôle. La richesse, la beauté, le statut, les possessions. Les stoïciens appelaient cela des indifférents, non pas parce qu'ils n'ont aucune importance, mais parce qu'ils ne sont pas le fondement d'une vie bonne. Ils peuvent être bien ou mal utilisés, mais ils ne devraient jamais être le baromètre de votre valeur. Il y a une histoire à propos de Caton le Jeune, un homme d'État stoïcien, connu pour son caractère incorruptible. Il portait délibérément des vêtements simples, voire démodés, en public, non pas par pauvreté, mais comme un exercice pour détacher son sentiment d'identité, de l'approbation et de la comparaison de la société romaine à la mode. Il s'entraînait à se sentir à l'aise d'être jugé, afin que le jugement perde son emprise sur lui. Il ne s'agissait pas de rejeter les belles choses. Il s'agissait de ne pas en avoir besoin pour se sentir entier. Voici une reformulation pratique. Lorsque vous voyez quelqu'un avec quelque chose que vous voulez, sa carrière, sa relation, son corps, sa liberté, au lieu de demander « Pourquoi n'ai-je pas cela ?», demandez « Qu'est-ce que cela leur a coûté ?» et « Suis-je prêt à payer ce prix ?» Presque toujours, vous découvrirez que ce que vous voyez n'est que les 10% visibles d'un iceberg. Vous ne voyez pas les échecs, la solitude, les sacrifices spécifiques, les années d'efforts sans gloire. Vous comparez vos coulisses à leurs films de promotion. Et cette comparaison est mathématiquement garantie de vous faire sentir inadéquat, car ce n'est pas une comparaison honnête du tout. Éliminez cela silencieusement. N'annoncez pas une désintoxication numérique à tous vos proches. Cela devient sa propre performance. Commencez simplement à vous poser en privé la question plus profonde chaque fois que l'envie surgit. Avec le temps, l'impulsion de comparer s'affaiblit. Non pas parce que vous la réprimez, mais parce que vous l'affamez de la fausse logique dont elle dépend. La quatrième chose à éliminer silencieusement, et c'est l'une des plus difficiles, est votre tolérance envers les personnes qui vous drainent constamment. Je veux être prudent ici, car il ne s'agit pas de couper les ponts avec tous ceux qui vous défient ou ne sont pas d'accord avec vous. La croissance vient souvent de personnes qui résistent, qui vous tiennent responsable, qui vous disent des vérités inconfortables. Ces personnes sont précieuses, même lorsqu'elles sont difficiles. Ce dont je parle est différent. Des personnes dont la présence vous laisse constamment plus petit, plus anxieux, plus sujet au doute. Non pas parce qu'elles vous aident à grandir, mais parce que leurs schémas sont corrosifs. Marc Aurèle a beaucoup écrit à ce sujet dans ses méditations privées, se rappelant presque quotidiennement de commencer la matinée en reconnaissant qu'il rencontrerait des gens ingrats, arrogants, trompeurs, envieux et de mauvaise humeur, et qu'il ne devait pas laisser leur comportement infecter son propre caractère. Mais remarquez qu'il n'a pas dit d'éviter toutes les personnes difficiles,
car en tant qu'empereur, il ne le pouvait pas. Ce qu'il a fait, c'est protéger son état interne d'être détourné par leur comportement. Mais voici ce qui est important pour votre vie réelle, où vous avez plus de choix qu'un empereur entouré de sénateurs. Vous n'êtes pas obligé de garder chaque personne dans votre vie simplement parce qu'elle est là depuis longtemps, ou parce que vous vous sentez coupable, ou parce que les retirer semble dur. Sénèque fut explicite à ce sujet. Il disait que nous devrions nous associer à ceux qui nous rendront meilleurs et accueillir ceux que nous pouvons rendre meilleurs, et que cet échange devrait être mutuel. Si une relation est devenue un drain à sens unique, où vous donnez et ne recevez en retour que de l'épuisement, la position stoïcienne est claire. Protégez votre temps, car le temps est la seule ressource que vous ne pouvez vraiment pas récupérer. Voici un exercice silencieux qui ne vous coûte rien et révèle tout. Pensez aux 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Après avoir passé du temps avec chacune d'elles, vous sentez-vous généralement plus capable, plus ancré, plus vous-même, ou plus petit, plus anxieux, plus vidé. Vous n'avez pas besoin de confronter qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'une conversation dramatique ou d'une brouille publique. Vous commencez simplement, silencieusement, à rediriger votre temps et votre énergie vers ce qui vous donne vie et loin de ce qui la vide. Certaines relations s'estomperont naturellement en faisant cela. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Il y a une vérité difficile que les stoïciens comprenaient et que le développement personnel moderne évite souvent. Tout le monde n'est pas censé être dans votre vie pour toujours, et ce n'est pas une tragédie. C'est l'ordre naturel des choses. Les arbres ne s'excusent pas de perdre leurs feuilles en automne. La chute fait place à une nouvelle croissance. La 5e chose à éliminer silencieusement est la relation inconsciente et compulsive que vous entretenez avec votre téléphone, spécifiquement avec les applications conçues pour fragmenter votre attention. Ce n'est pas un discours sur le temps passé devant un écran, bien que les chiffres soient stupéfiants. La personne moyenne vérifie son téléphone plus de 100 fois par jour, souvent sans même avoir consciemment décidé de le faire. Il s'agit de quelque chose que les stoïciens valorisaient par-dessus presque tout, l'intégrité de votre esprit. Marc Aurèle écrivit que l'esprit libre de passion est une citadelle. Rien ne peut la prendre d'assaut, car il n'y a rien de plus sûr où un homme peut s'enfuir pour chercher refuge et être ensuite inexpugnable. Mais que se passe-t-il lorsque vous remettez volontairement les clés de cette citadelle à un algorithme conçu par certains des ingénieurs les plus brillants de la Terre, spécifiquement construit pour capturer et monétiser votre attention? Voici la vérité inconfortable. Votre attention n'est pas une ressource renouvelable de la manière dont vous le pensez. Là où votre attention va de manière répétée, votre caractère suit. Si votre attention est constamment fragmentée entre des vidéos de 15 secondes, des notifications et la boucle de dopamine de la vérification des likes, vous entraînez votre esprit à être incapable de la concentration profonde et soutenue qui construit quoi que ce soit de significatif. Une compétence, une relation, un travail dont vous êtes fier, même une vie intérieure paisible. Il ne s'agit pas de jeter votre téléphone dans un lac. Les stoïciens n'étaient pas opposés aux outils. Ils étaient opposés à être asservis par eux. Sénèque, ironiquement, écrivit sur cette même agitation compulsive dans sa propre époque. Bien qu'il n'y eût pas de téléphone, les gens voyageaient d'un endroit à l'autre, cherchant la distraction d'eux-mêmes, incapables de rester assis seuls avec leurs propres esprits. Il appelait cela une maladie de l'âme, cette incapacité à supporter sa propre compagnie. L'élimination silencieuse ici ressemble à ceci. Vous n'avez pas besoin d'annoncer une désintoxication numérique ou de publier sur le fait de vous déconnecter. Vous commencez simplement à construire en privé de petits espaces de temps sans téléphone. Les 20 premières minutes de votre matinée, intactes par un écran. Les heures de repas, le téléphone dans une autre pièce. Les promenades sans écouteurs, juste vous et vos pensées. Aussi inconfortable que ce silence puisse paraître au début. Remarquez, et c'est important, remarquez l'anxiété qui monte dans ce silence. Cette anxiété est une information. Elle vous dit à quel point vous avez sous-traité votre paix intérieure à un appareil.
L'objectif n'est pas d'exhiber l'autodiscipline pour que d'autres la voient. C'est de reprendre silencieusement la citadelle. La 6e chose à éliminer silencieusement est l'une des plus douloureuses, car elle exige d'admettre quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à éviter: l'identité de victime de vos circonstances. Je veux être prudent et précis ici, car il y a une distinction importante. Reconnaître un préjudice réel qui vous a été causé, abus, trahison, injustice, perte, n'est pas la même chose que de construire toute votre identité autour de ce préjudice. Les stoïciens n'ont jamais nié que des choses terribles arrivent aux gens. Épictète lui-même fut réduit en esclavage, battu si sévèrement par son maître qu'il en resta définitivement boiteux. Il n'a pas nié la réalité de la souffrance. Ce qu'il a refusé de faire, c'est laisser cette souffrance devenir l'architecture de toute son identité pour le reste de sa vie. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne, et cela vaut la peine d'y réfléchir attentivement. Les événements eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de nuire à votre caractère. Seul votre jugement sur ces événements a ce pouvoir. Quelque chose vous est arrivé. C'est un fait, et les faits méritent d'être reconnus. Même le chagrin, même la colère s'y appropriaient. Mais l'histoire que vous vous racontez sur ce que cet événement signifie pour votre avenir, votre valeur, votre capacité, cette histoire est quelque chose sur lequel vous avez bien plus de contrôle que vous ne l'avez été amené à croire. Voici pourquoi celle-ci est si silencieuse et si privée. Vous ne pouvez pas annoncer aux autres « je ne vais plus être une victime de mon passé », parce que cette déclaration elle-même devient souvent une autre performance, une autre identité à gérer, une autre façon de chercher l'approbation pour votre guérison. La véritable élimination de l'identité de victime se produit dans les petits moments non témoins. Elle se produit lorsque vous vous surprenez sur le point d'expliquer une occasion manquée en blâmant votre enfance et que vous demandez silencieusement, intérieurement, « Quelle est la prochaine bonne action que je peux entreprendre ?» Quel que soit ce qui m'est arrivé, Marc Aurèle a perdu plusieurs enfants. Il a enterré plus de membres de sa propre famille que la plupart des gens ne vivent en plusieurs vies. Il a régné pendant une peste qui a tué des millions de personnes, contribuant probablement à sa propre mort. Il avait toutes les justifications pour construire une identité autour de la souffrance. Au lieu de cela, son journal, écrit pour les yeux de personne d'autre que les siens, répète une idée constamment. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Il n'a pas fait comme si la peste n'était pas réelle ou que son chagrin n'était pas réel. Il a simplement refusé de laisser ses faits dicter son caractère. C'est dur. Je ne vais pas prétendre que c'est simple. Si vous portez un véritable traumatisme, une véritable injustice, cette vidéo ne remplace pas le soutien d'un thérapeute ou un véritable travail de guérison. Veuillez le chercher si vous en avez besoin. Mais philosophiquement, silencieusement, privément, il y a un énorme pouvoir à séparer « cela m'est arrivé » de « c'est qui je suis maintenant ». Le premier est l'histoire, le second est un choix que vous faites souvent inconsciemment chaque jour. Maintenant, nous arrivons au numéro 7. Celui que je vous ai promis au début, celui que la plupart des gens ont trop peur d'admettre car l'admettre donne l'impression de renoncer à l'espoir lui-même. La 7e chose que vous devez éliminer silencieusement est le fantasme d'un avenir parfait qui vous excuse de vivre pleinement le présent. Voici ce que je veux dire. Tant d'entre nous vivent dans une sorte d'animation suspendue, attendant. Attendre d'avoir perdu du poids pour vraiment commencer à vivre. Attendre que la promotion arrive pour enfin se sentir réussi. Attendre que la relation soit parfaite pour se sentir aimé. Attendre d'avoir plus d'argent pour se sentir en sécurité. Nous avons silencieusement, presque sans nous en rendre compte, sous-traité notre expérience entière d'être vivant à un moment futur que nous repoussons sans cesse. C'est l'un des tours les plus cruels que l'esprit joue, car il se déguise en ambition, en espoir, en planification. Cela semble productif d'imaginer l'avenir parfait. Mais Sénèque avait un nom pour ce piège. Il l'appelait « vivre en préparation de la vie » plutôt que de vivre réellement. Il écrivit que le plus grand gaspillage de la vie est le retard, que nous sommes toujours en train de nous préparer à vivre, mais que nous ne vivons jamais vraiment, et que pendant que nous attendons,
La vie nous dépasse. Pensez aux mathématiques réelles de cela. La durée de vie humaine moyenne est d'environ 4000 semaines. Si vous avez la chance de vivre jusqu'à 80 ans, c'est tout. 4000, pas 4000 ans, des semaines. Combien des vôtres avez-vous déjà passé dans un état de « quand ceci arrivera, alors je commencerai vraiment ». Combien d'autres prévoyez-vous de passer de la même manière? Marc Aurèle a confronté cela directement. Il se rappelait qu'il pouvait quitter cette vie à tout moment, non pas comme une obsession morbide, mais comme un outil de clarification. Il écrivit que vous pourriez mourir maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Ce n'était pas du pessimisme, c'était le contraire. C'était un outil pour éliminer le fantasme qu'il y aura toujours plus de temps pour commencer à vivre comme vous voulez vraiment vivre. Voici pourquoi celle-ci est silencieuse et pourquoi il est si effrayant de l'admettre. Admettre que vous avez reporté votre vraie vie signifie admettre que la version de vous qui s'est préparée avait peut-être, à un certain niveau, peur. Peur que si vous essayez vraiment pleinement maintenant, sans l'excuse « je m'engagerai vraiment quand les conditions seront parfaites », vous pourriez échouer, et alors vous n'auriez plus d'excuses. Le fantasme d'un avenir parfait est, étrangement, une prison confortable, car il vous permet d'éviter le risque d'essayer de tout votre cœur maintenant même. Éliminer silencieusement cela ne signifie pas abandonner les objectifs ou la planification. Les stoïciens n'étaient pas opposés à l'ambition. Cela signifie combler l'écart entre la vie que vous vivez et la vie pour laquelle vous dites attendre. Cela signifie vous demander privément aujourd'hui « Que ferais-je différemment dans les prochaines 24 heures si j'arrêtais d'attendre la permission d'une circonstance future ?» Et faire cette chose, pas l'annoncer, juste la faire. Si vous êtes toujours là avec moi, je veux que vous remarquiez quelque chose. Nous avons dépassé la moitié du chemin, et les choses sur cette liste ne deviennent pas plus faciles. Elles deviennent plus honnêtes. C'est intentionnel. Les stoïciens n'ont jamais promis le confort. Ils ont promis la clarté. Et la clarté est parfois inconfortable avant de devenir libératrice. Si cela vous touche, ne serait-ce qu'un peu, laissez un commentaire avec le numéro qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Je les lis, et ils me rappellent pourquoi cette chaîne existe. Maintenant, continuons, car les 3 prochains pourraient être les plus importants de tous. La 8e chose à éliminer silencieusement est l'habitude compulsive de trop expliquer et justifier vos décisions à des personnes qui ne les auraient de toute façon jamais comprises. Remarquez à quelle fréquence vous faites cela. Quelqu'un vous demande pourquoi vous avez quitté un emploi et au lieu d'une réponse simple, vous donnez une défense de 5 minutes. Quelqu'un remet en question une limite que vous avez fixée et au lieu de la maintenir calmement, vous expliquez trop jusqu'à ce que la limite se dissolve sous le poids de votre propre justification. Cette habitude vient d'une croyance profonde, souvent inconsciente, que vos choix ne sont valables que si les autres approuvent le raisonnement qui les sous-tend. Les stoïciens avaient une perspective frappante sur ce sujet. Marc Aurèle écrivit qu'il n'est pas nécessaire de laisser les autres savoir la plupart de ce que vous faites, même les bonnes choses, même les choses justes. Il croyait que raconter et justifier constamment vos actions aux autres les dévalorise en réalité, rend votre paix d'esprit dépendante d'une validation extérieure, plutôt que de votre propre conscience claire. Il y a quelque chose de presque paradoxal ici, qui mérite qu'on s'y arrête. Plus vous vous expliquez, plus votre position s'affaiblit souvent, même lorsque vous avez raison, parce que le trop d'explications signale, souvent inconsciemment, que vous-même n'êtes pas pleinement convaincu. La confiance a rarement besoin d'un paragraphe. Elle a souvent besoin d'une simple phrase, ou même du silence. Cela ne signifie pas devenir froid ou retenir une communication authentique avec les personnes qui méritent une explication. Votre conjoint, votre famille proche, les personnes directement affectées par vos choix. Il s'agit de cette tendance instinctive à trop expliquer aux connaissances, aux critiques et aux personnes dont les opinions ne devraient pas peser dans vos prises de décision en premier lieu. Le collègue qui demande pourquoi vous n'êtes pas allé à l'événement facultatif après le travail.
Le membre de la famille éloignée qui a des opinions sur votre choix de carrière. L'inconnu en ligne avec des commentaires sur votre vie qu'on ne lui a jamais demandé. Éliminer cela silencieusement ressemble à pratiquer la réponse courte. Cela ne me convenait plus. Au lieu d'une justification de 10 minutes pour avoir quitté une relation ou un emploi, j'ai décidé de ne pas y aller. Au lieu de construire une défense élaborée pour décliner une invitation, observez à quel point cela semble inconfortable au début. Cet inconfort est le muscle du désir de plaire qui est enfin invité à se détendre. Est observé au fil du temps combien d'énergie vous revient, qui était auparavant dépensée à gérer la compréhension qu'ont les autres de votre vie. La 9e chose à éliminer silencieusement est votre emprise crispée sur les résultats. Le besoin épuisant de contrôler des résultats qui n'ont jamais été pleinement vôtres à contrôler en premier lieu. C'est à bien des égards le centre philosophique de toute la pensée stoïcienne. Alors ralentissons ici. Épictète ouvrit son enseignement le plus célèbre avec cette distinction exacte. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dépendent de nous. Nos jugements, nos intentions, nos efforts, notre caractère ne dépendent pas de nous. Les actions des autres, le moment des événements, les résultats des situations que nous pouvons influencer, mais jamais pleinement commander. Même notre propre santé et notre réputation qui dépendent en partie de forces extérieures à nous. Presque toute l'anxiété humaine, quand vous la retracez suffisamment loin, vient de la confusion entre ces deux catégories. Vous mettez tous vos efforts dans une candidature, et vous passez des semaines à angoisser sur l'obtention du poste, alors que la décision est désormais entièrement entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous aimez quelqu'un pleinement, et vivez dans la crainte silencieuse qu'il parte, même si ces choix n'ont jamais été les vôtres à faire. Vous faites tout correctement, et vous vous retrouvez quand même à vous préparer à un résultat que vous ne pouvez pas gouverner. Il y a une célèbre métaphore de l'archer, utilisée par les stoïciens que je trouve incroyablement clarifiante. Un archer doit faire tout ce qui est en son pouvoir. S'entraîner, adopter la bonne posture, viser, respirer avec un dévouement et une excellence totale. Mais au moment où la flèche quitte l'arc, son vol est influencé par le vent, par le mouvement de la cible, par des forces au-delà des mains de l'archer. Un archer sage met tout son cœur dans la partie qu'il contrôle et se détache de la partie qu'il ne contrôle pas. Un archer insensé, soit ne s'efforce pas assez dans les parties qu'il contrôle, soit se tourmente sur les parties qu'il n'a jamais pu contrôler en premier lieu. Marc Aurèle appliquait cela même aux résultats qui effrayent le plus les humains, la mort elle-même, la sienne et celle de ses êtres chers. Il ne faisait pas semblant de ne pas s'en soucier. Il reconnaissait simplement que dépenser son anxiété sur des résultats qu'il ne pouvait pas gouverner était une mauvaise allocation de la seule ressource qui comptait, son attention et son effort présent. Cette élimination est silencieuse, car elle se produit dans votre système nerveux plus que dans vos conversations. Elle ressemble à remarquer en temps réel, quand vous vous crispez sur un résultat, l'offre d'emploi, la réponse à un texto, le résultat d'un test, une nouvelle médicale, puis à rediriger doucement votre attention vers ce qui est réellement encore entre vos mains. Avez-vous fait ce que vous pouviez faire? Alors le reste n'est pas à vous de porter. Cela ne semblera pas naturel au début. Votre système nerveux a probablement passé des années à répéter un contrôle anxieux, mais chaque fois que vous vous surprenez et redirigez, vous le réentraînez silencieusement. Nous sommes arrivés à la 10e et dernière chose. Et à bien des égards, c'est le point culminant de tout ce dont nous avons discuté. La 10e chose que vous devez éliminer silencieusement est le faux soi que vous avez construit et interprété pour l'approbation des autres. C'est la plus profonde. Alors prenons notre temps. Quelque part au cours de votre vie, votre enfance, l'école, les premières relations, votre carrière, vous avez appris quelle version de vous-même était récompensée, et quelle version était punie, ignorée ou honteuse. Et lentement, souvent sans aucune décision consciente, vous avez construit un personnage. Une version plus agréable, une version moins menaçante, une version qui rit à des blagues qui ne sont pas drôles, qui est d'accord avec des opinions qu'elle ne partage pas, qui réduit ses ambitions pour ne pas mettre les autres mal à l'aise, qui cache ses vrais désirs,
parce qu'ils ont jadis conduit à la déception ou au ridicule. Ce faux soi n'est pas un méchant. Il a été construit à l'origine comme une protection. Un enfant qui apprend qu'exprimer sa colère mène à une punition, apprendra à supprimer sa colère. Un jeune dont les rêves ont été moqués, apprendra à réduire ses rêves avant que quiconque ne puisse le faire. Le faux soi est à l'origine un acte de survie. Mais voici la vérité douloureuse que les stoïciens nous forcent à affronter. Une stratégie de survie qui vous a autrefois protégé peut devenir, des années plus tard, la prison même qui vous empêche de vivre. Marc Aurèle écrivit quelque chose d'extraordinaire sur ce sujet. Il dit qu'il faut très peu de choses pour faire une vie heureuse, et que tout est en vous, dans votre façon de penser, pas dans votre façon de performer. Votre façon de penser. Il comprenait que l'écart entre qui vous êtes en privé et qui vous vous montrez en public est l'endroit précis où la souffrance s'accumule. Chaque moment passé à maintenir un faux soi est un moment de friction interne, une attaque contre votre paix. Voici une question qui vaut la peine d'être posée en privé. Personne ne regarde, personne pour qui performer. Si personne dans votre vie ne vous jugeait, ne désapprouvait ou n'était déçu de vous, que voudriez-vous réellement? Que diriez-vous? 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 Non pas parce que vous la cachez, mais parce qu'elle ne peut pas être interprétée. Le moment où vous essayez d'annoncer de manière dramatique le vrai moi à tout le monde autour de vous, vous risquez simplement de construire une nouvelle performance, un nouveau personnage, construit autour de l'idée d'authenticité, plutôt que l'authenticité elle-même. Le vrai travail se produit dans de petits moments privés. La conversation où vous dites ce que vous pensez réellement au lieu de ce qui maintient la paix. La décision de carrière prise selon vos propres valeurs au lieu des attentes de votre famille. Le loisir poursuivi purement parce que vous l'aimez, sans public, sans validation, sans mesure. Épictète, qui a enduré l'esclavage et un handicap physique, est parvenu à l'une des idées les plus libératrices de toute la philosophie, que vous n'êtes pas votre corps, pas votre réputation, pas vos possessions, pas même votre rôle dans la société. Vous êtes votre faculté de choix, votre capacité à juger, à répondre, à diriger votre propre esprit. Tout le reste peut vous être enlevé, cela ne le peut pas. Lorsque vous cessez d'interpréter un faux soi pour les autres et commencez à vivre à partir de cette faculté intérieure, vous devenez, au sens stoïcien, enfin libre. Pas libre des circonstances, mais libre du projet épuisant de gérer la perception qu'ont les autres de vous. 10 choses silencieusement éliminées. Pas d'annonce, pas de performance, pas d'applaudissements requis. Le besoin d'approbation, la plainte, la comparaison toxique, les personnes qui vous drainent, l'emprise de votre téléphone sur votre attention, l'identité de victime, le fantasme d'un avenir parfait, l'habitude de trop vous expliquer, l'illusion du contrôle sur les résultats, et enfin, le faux soi que vous avez interprété pour les autres. Remarquez qu'aucune de ces choses ne vous a obligé à ajouter quoi que ce soit à votre vie. Pas de nouvelle habitude à maintenir, pas de nouveau système à gérer, pas de nouvelle identité à performer. Juste le retrait, juste le travail silencieux et patient de devenir plus pleinement vous-même, en éliminant ce qui n'a jamais été vraiment vous, en premier lieu. C'est tout le génie de la philosophie stoïcienne, pratiquée par des empereurs et d'anciens esclaves, par des personnes qui ont régné sur des empires, et des personnes qui ne possédaient rien d'autre que leur propre esprit. La vie bonne n'a jamais été une question d'acquisition. C'était une question de soustraction. Tailler le marbre jusqu'à ce que ce qui reste soit simplement, finalement, indéniablement vous. Je ne vais pas vous dire que ce sera facile. Marc Aurèle n'a pas trouvé cela facile, et il avait les ressources d'un empire derrière lui. Épictète n'a pas trouvé cela facile,
et il a commencé avec rien d'autre qu'une jambe cassée et un esprit vif. Mais tous deux ont découvert quelque chose, que j'espère que vous emporterez avec vous longtemps après la fin de cette vidéo. Que l'élimination n'a pas besoin de témoins pour être réelle. Elle n'a pas besoin d'être annoncée, documentée ou validée par quiconque regarde. Elle a seulement besoin d'être vraie. Alors, voici ce avec quoi je vous laisse. Ne parlez à personne des 10 choses que vous éliminez. Ne publiez pas à ce sujet. N'en faites pas une performance. Commencez simplement silencieusement aujourd'hui, avec celle qui vous a le plus frappé. Laissez vos actions parler dans un langage qu'aucune annonce ne pourrait jamais égaler. Si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'un moment de clarté, la chose la plus utile que vous puissiez faire est de vous asseoir avec elle en silence, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais si vous voulez soutenir la capacité de cette chaîne à continuer de créer du contenu comme celui-ci, un like aide plus que vous ne le pensez, et vous abonner signifie que vous ne manquerez pas la suite. Je lis chaque commentaire. Alors dites-moi silencieusement si vous préférez, ou à voix haute si vous êtes prêt, laquelle de ces 10 vous éliminez en premier. D'ici la prochaine fois, restez ancré, restez clair, et rappelez-vous que l'obstacle est la voie.